Responsabiliser et décider. Favoriser l'initiative et la responsabilisation des collaborateurs, c'est aujourd'hui une nécessité organisationnelle pour les entreprises. Pour initier cette thématique, je vais citer Steve Jobs. Steve Jobs disait que cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire. iGroup, qui est un des leaders mondiaux dans le conseil en management RH, a mené en 2015 une étude auprès de 7 millions de salariés dans le monde, dont 175 000 en France. Et cette étude, elle a mis en évidence le manque de responsabilisation et d'initiative au sein des entreprises. Alors quand on zoome sur les réponses des 175 000 Français qui ont été interrogés, voilà ce que l'étude révélait. Premièrement, la moitié d'entre eux estimaient que leur entreprise n'était pas innovante dans son fonctionnement. Deuxièmement, 43% ne se sentaient pas encouragés à prendre des risques pour essayer de nouvelles idées ou de nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de travailler qui pourraient pourtant augmenter la productivité. Et enfin, troisième chose, 43% d'entre eux jugeaient que les décisions n'étaient pas prises au niveau hiérarchique approprié. Pourtant, le coût lié au désengagement au travail, il est conséquent. Il y a un défi majeur aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'adapter leur mode de management. Jusqu'ici, on avait un management qui était plutôt assez peu inclusif. Et aujourd'hui, on doit s'adapter aux nouvelles exigences des collaborateurs en matière d'autonomie et de flexibilité. Bienvenue dans l'ère de la responsabilisation. Alors, comment justement peut-on mesurer l'autonomie de ses collaborateurs? Bien sûr, on doit considérer que tous les postes ne permettent pas le même degré d'autonomie. On a des cadres qui bénéficient souvent de plus de champs de manœuvre que les employés et qui prennent davantage de décisions. Néanmoins, il est dans tous les cas intéressant de considérer les indicateurs suivants. On peut se demander, tiens, est-ce que finalement le salarié, il sait ce qu'on attend de lui au travail? Les indications qu'on lui donne, elles sont systématiquement très précises, avec une marche à suivre pas à pas, des process très précis, ou bien est-ce qu'elles sont généralement liées aux objectifs? Est-ce qu'il y a un champ de manœuvre lié à l'objectif? Le salarié, autre indicateur, peut-il organiser son travail comme il le souhaite? Doit-il prendre des décisions dans son travail, dans son périmètre? L'application des ordres est-elle stricte ou non? En cas d'incident, de dysfonctionnement, est-ce que le salarié doit en référer directement à sa hiérarchie? Ou bien est-ce qu'il a une marge de manœuvre pour régler le problème? Le collaborateur peut-il décider lui-même d'interrompre momentanément son travail? Peut-il mettre en pratique ses idées? A-t-il l'opportunité déjà de faire émerger des idées, de réfléchir à des idées? Et peut-il derrière les mettre en pratique? Et enfin, peut-il apprendre de nouvelles choses et développer ses compétences? Toutes ces questions-là nous permettent de mesurer finalement si nos collaborateurs ont une forme d'autonomie, ont un champ de manœuvre ou non. Alors, lorsqu'on parle de responsabiliser les équipes, justement, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Il va s'agir ici d'impliquer les collaborateurs en communiquant un maximum, certes quant aux enjeux du service, du département, d'unité de production, bien sûr, mais aussi quant aux enjeux de l'entreprise, quant aux enjeux du marché. On va solliciter leur avis, on va solliciter leurs idées, on va solliciter les compétences en présence. Et responsabiliser, on disait, c'est aussi octroyer un maximum d'autonomie. On va promouvoir l'esprit d'initiative. Et ça va permettre bien évidemment plus d'efficacité et davantage de motivation. Alors, du coup, est-ce qu'on doit pour autant tout faire reposer sur les épaules de nos collaborateurs? Bien sûr que non. Responsabiliser, ça ne veut pas dire inviter nos collaborateurs à décider à notre place de manager, mais bien les impliquer sur leur zone de responsabilité. Le manager décide dans sa zone de responsabilité. Décider, ça vient du verbe latin decidere, ça signifie trancher. Et chaque jour, le manager, il est confronté à de nombreuses prises de décision. Sa fonction principale, au-delà de son rôle opérationnel, c'est bien de décider, de trancher. Lorsqu'il s'agit de décisions stratégiques, comme par exemple la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise, justement, la décision d'offres promotionnelles, la décision de mettre en place des recrutements, etc. Ou bien d'arbitrage quant à la vie de l'équipe. Toutes ces situations-là sont bien dans la zone de responsabilité du manager. C'est lui qui décide.
Et des décisions que le manager prend vont émerger de nouveaux objectifs autour desquels il devra responsabiliser, impliquer ses collaborateurs qui, à leur tour, décideront des moyens d'atteindre ces objectifs. En résumé, nos collaborateurs attendent de nous que nous décidions, managers, sur notre territoire de responsabilité. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils créent de la valeur ajoutée et qu'ils s'engagent sur leur territoire de responsabilité. Dans quel but est-ce que l'on doit responsabiliser nos collaborateurs? La responsabilisation des collaborateurs va offrir un avantage compétitif certain pour l'entreprise. Ça constitue une réelle plus-value économique, au même titre que l'innovation ou la productivité. Déjà parce qu'en impliquant les salariés dans les objectifs et les stratégies de l'entreprise, en leur permettant du coup une plus grande autonomie et une plus grande marge de valeur, l'entreprise favorise le développement de leurs compétences et de leurs qualifications. Responsabiliser ses collaborateurs, ça agit aussi comme un réel booster de motivation et de bien-être. Et c'est tout d'abord, enfin voilà, c'est tout d'abord valorisant que d'être impliqué, que d'être sollicité sur la recherche d'idées, de solutions. Et quand on me fait confiance, quand on m'implique, ma confiance en moi, en tant que collaborateur, va être renforcée. Et puis, on va pas se mentir, nous sommes généralement beaucoup plus motivés par nos propres idées que par celles de nos managers, fussent-elles meilleures. Enfin, lorsqu'on est impliqué, on apporte sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est réellement précieux. Nos propositions, nos choix, nos actions, elles ont des conséquences. Elles ont un impact, néfaste ou vertueux. Et c'est ça qui va générer cette forte envie de tout mettre en œuvre pour contribuer au succès de l'entreprise. Une plus grande motivation, ça ne peut avoir qu'un impact positif sur la productivité globale, sur, par exemple, l'augmentation du chiffre d'affaires. Ça va engendrer, par exemple, également la baisse du taux d'absentéisme ou du nombre d'accidents du travail, entre autres. Nos collaborateurs, ils vont sans aucun doute être plus performants sur les modes opératoires qu'ils choisissent. Ils maîtrisent les chemins qu'ils décident de prendre. Et ils seront encore plus performants également s'ils se déplacent en direction de destinations claires et tout en sachant pourquoi ils avancent vers ce cap, avec sens. La responsabilisation, ça va également encourager la prise de risque intelligente. Ça va libérer la créativité des salariés. Ça va renforcer leur capacité collective d'exécution. Et alors, dans un contexte fortement concurrentiel, ça représente un axe de différenciation majeur. Ça peut vraiment maximiser la compétitivité de l'entreprise. Du côté de la direction et de l'encadrement, par ailleurs, impliquer, ça permet de ne plus micro-manager ses équipes. Les gains de temps, et de ressources, d'ailleurs, pourront être du coup redirigés vers des préoccupations plus stratégiques. Le manager est dans une position plus macro. Et enfin, dans un monde où les compétences pointues, les talents, ils se font de plus en plus rares, la responsabilisation des collaborateurs s'avère être un atout de taille. En effet, ça va permettre d'améliorer la marque employeur et de ce fait, d'accroître la capacité de l'entreprise à attirer justement les meilleurs talents. Et aussi, et s'il y a un besoin dans l'entreprise, elle pourra plus aisément pourvoir des postes dans le management en interne. La raison, c'est qu'elle dispose du coup d'acteurs responsabilisés, pardon, qui vont être aguerris à la culture et aux valeurs de l'organisation, et donc du coup parfaitement aptes à prendre le relais. Comment responsabiliser? Comment est-ce qu'on implique nos équipes? Alors pour cela, nous managers, nous allons devoir actionner quatre leviers qui sont essentiels. Le premier, c'est de communiquer. Communiquer une vision, un cap, donner du sens. Le deuxième levier, ça va être de décider. Nous, managers, devons décider et exposer des objectifs clairs. Nous devons fixer le cadre de ce qui n'est pas négociable, le non négociable. Le manager décide dans sa zone de responsabilité. Troisième levier, nous allons solliciter des collaborateurs dans leur zone de responsabilité. Et pour ça, il faut rester ouvert, du coup, sur les chemins et les modes opératoires pour atteindre les résultats escomptés. Quatrième et dernier levier, nous allons, en tant que manager, autoriser. Il faut encourager la prise d'initiative, il faut favoriser la créativité et promouvoir le droit à l'erreur.
Et pour cela, il va nous falloir accepter de ne pas tout maîtriser, de lâcher prise. Pas évident. En un mot, il va nous falloir faire confiance. Insufflons cette confiance. Pour cela, il nous faut travailler sa confiance en soi et en l'autre. Responsabiliser une équipe demande une confiance réciproque, hein. C'est pour ça que nous avons besoin de sécurité intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une confiance en nous qui nous permette de lâcher le pouvoir, l'importance, le fait d'avoir raison. Nous aimons tellement avoir raison. Ça légitime notre posture managériale. Une confiance qui va nous permettre d'apaiser d'éventuelles peurs. Alors par exemple, la peur, plus ou moins consciente d'ailleurs, d'être dépassée par notre équipe, qu'elle soit meilleure que nous, voire que nous paraissions moins indispensables. Ou bien encore la peur d'avoir à pâtir nous-mêmes de leurs erreurs. C'est très bien, j'implique, je responsabilise, mais derrière, s'il y a des erreurs, je dois corriger le tir. Ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre en crédibilité, je ne suis pas au résultat attendu. Bien embêtant pour le manager. Tâchons de dépasser tout cela. L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui donner une responsabilité et de lui faire savoir que vous lui faites confiance. Alors c'est en ces termes, au XIXe siècle, que T. Booker Washington, qui était un Américain né esclave et devenu enseignant et écrivain, c'est en ces termes donc qu'il soulignait les bienfaits de la responsabilisation lorsque celle-ci est justement assortie de la confiance. Et 2 siècles plus tard, notre contemporain Alexandre Gérard, qui est un des précurseurs de l'entreprise libérée en France, PDG de la société Chronoflex et du groupe Innovon, et auteur du livre Le patron qui ne voulait plus être chef, Alexandre Gérard souligne lui aussi ce vertueux binôme de responsabilisation-confiance, en affirmant qu'une équipe, je le cite, une équipe responsabilisée est prête à soulever des montagnes pour prouver que cette confiance était méritée. Alors, lorsqu'en tant que manager, nous confions un objectif à un collaborateur, quand on tâche de l'impliquer, de le responsabiliser quant à l'atteinte de cet objectif, voici comment nous pouvons nous y prendre. Comme toute situation managériale, confier une mission nécessite un temps de préparation. Il va nous falloir préparer quelques éléments de contexte pour donner du sens, justement, autour de cet objectif à atteindre. Et puis, nous allons, dans cette étape de préparation, nous poser la question essentielle de la différence entre l'objectif et les moyens de l'atteindre. Il y a un aspect non négociable, alors ça fait partie de l'objectif et non du chemin pour y arriver. Au contraire, nous avons une marge de manœuvre sur la manière d'atteindre l'objectif, alors il s'agit bien des moyens sur lesquels nous allons impliquer et responsabiliser notre collaborateur. Cette étape est réellement cruciale. Sachons distinguer l'objectif des moyens de l'atteindre. Alors pour illustrer cette différence entre l'objectif non négociable et les chemins possibles pour y arriver, nous allons prendre un exemple. Vous confiez à votre collaborateur, qui est un bon randonneur, on peut même dire un randonneur aguerri, vous lui confiez l'objectif d'atteindre le sommet de la montagne demain à 16 heures. Dans la mesure où il a la compétence pour le faire, il sait faire, il en est capable, peu importe le chemin qu'il choisira pour y parvenir. L'important, c'est qu'il soit au rendez-vous et à l'heure convenue. S'il souhaite du coup prendre le chemin B, alors même que vous, en tant que manager, vous préférez le chemin A, il est plus sûr à vos yeux. Laissez-le complètement libre de son choix. Alors peut-être que ce chemin lui convient mieux, sans doute, il sera du coup plus performant et plus motivé que s'il empruntait votre chemin. Alors, soyons pour le coup clairs là-dessus, si en revanche votre collaborateur doit certes être au sommet de la montagne demain à 16 heures, mais qu'il doit également participer à la photo d'équipe au refuge de la Marmotte à 13 heures, et que ce refuge se trouve sur le chemin A, alors là c'est différent. La nécessité d'être à 13 heures au refuge de la Marmotte sur le chemin A pour la photo d'équipe, c'est non négociable. Du coup, cela fait partie de l'objectif. Alors même chose pour l'équipement. Pourquoi finalement suggérer à notre collaborateur, voire lui imposer d'enfiler nos chaussures de randonnée? Peut-être et certainement que nous n'avons pas la même pointure. Et par ailleurs, ses propres chaussures, les chaussures du collaborateur, sont faites à ses pieds, pas les nôtres. Une fois que nous sommes préparés, l'entretien d'implication peut réellement commencer. L'échange va commencer par un contact positif. Le but de cette entrée en matière chaleureuse, accueillante, c'est de créer les conditions favorables au dialogue, favorables à l'échange.
La manière, en effet, dont nous accueillons nos collaborateurs conditionne réellement la suite des entretiens que nous vivons ensemble. En tant que manager, je dois appréhender ces premières minutes comme un temps relationnel. C'est un temps qui est dédié à mettre le collaborateur à l'aise. C'est un temps qui est dédié à m'intéresser à lui. Alors, lorsqu'un manager lance à son collaborateur un ça va de pure forme, ça va, mais si je n'invite absolument pas à une réponse, ce ça va de pure forme ne fait absolument pas l'affaire. Idéalement, nous ne devrions même pas nous contenter d'un ça va en réponse du collaborateur qui serait prononcé sur un ton qui inspire le contraire. À la question ça va, notre collaborateur répond ça va. On ne se contente pas de cela. Nous allons creuser. N'ayons pas peur, de perdre notre cap à ce moment-là. Souvent, les managers me disent mais si je creuse ça, si je dis bah ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça, je vais recueillir toutes les plaintes, toutes les doléances. Ok, probablement, c'est une option. Ce n'est pas grave. Si mon collaborateur a besoin d'exprimer des choses, c'est important qu'il puisse le faire. Et je saurais, en tant que manager, recentrer l'échange, recentrer, me refocaliser sur mon cap. Je saurais retomber sur mes pattes dans la mesure où je suis préparée. Alors, une fois qu'on a accueilli notre collaborateur, un bref rappel du contexte va permettre de donner du sens à la mission qu'on s'apprête à lui confier. Rappelons le contexte. Quelle est la situation? Quels sont les enjeux? Quelles décisions avons-nous prises, etc. Finalement, pourquoi, je reprends mon exemple, pourquoi ce rendez-vous à 16 heures là demain au sommet de la montagne? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Qu'est-ce que nous avons à gagner à nous rendre là-bas? Quels sont les risques que nous encourons si nous n'y allons pas? Etc. etc. Alors pour rappel, il y a un outil qui est très efficace, qui est très utile pour planter ce décor, c'est l'outil SWOT. S comme strengths, les forces, W comme weaknesses, les faiblesses, O comme opportunities, les opportunités, et T comme threats, les menaces. Alors, vous allez responsabiliser votre collaborateur en lui confiant les rênes. Il va décider du chemin à emprunter pour arriver à destination. Aussi, pour qu'on puisse s'assurer que les choix du collaborateur soient pertinents et pour être certain de favoriser la réussite de sa mission, nous devons absolument être clairs et compréhensibles quant à l'objectif à atteindre. Atteindre quoi exactement? Avec quels critères objectifs de mesure? Sous quel délai? Avec quelles contraintes? Etc. Pour être certain justement de bien confier cet objectif, vous pouvez vous fier aux moyens mnémotechniques de l'objectif SMART que vous connaissez peut-être ou de l'objectif cadre. Un objectif bien fixé, il doit être effectivement cohérent. Cohérent avec la stratégie de l'entreprise, avec le fonctionnement de l'équipe, avec la charge du collaborateur, idéalement avec ses compétences et ses appétences. L'objectif, il est pourvu de sens, il est pertinent et il contribue à la stratégie de l'entreprise. Et la formulation de l'objectif, elle doit être précise et claire pour le collaborateur. Un objectif cadré va aussi être un objectif ambitieux. Il est important que l'objectif puisse challenger un minimum le collaborateur. C'est vraiment une marque de confiance. Ça lui permettra de sortir de sa zone de confort. Si on demande à un commercial de progresser de 0,0001%, il n'y a pas vraiment de chance que ça puisse le motiver réellement. Voire peut-être il pourra le prendre comme un manque de confiance dans ses propres capacités. Un objectif cadré, c'est aussi un objectif qui est daté. Sous quel délai? Alors, au plus vite, le fameux ASAP, as soon as possible, on va être clair, ce n'est pas une échéance valable. Nous devons être précis. Tout est à faire au plus vite pour hier, voire avant-hier. Donc, tâchons d'être clairs sur les échéances. L'objectif cadré est aussi un objectif réaliste. Certes, nous le disions, c'est important que cet objectif il soit ambitieux, mais bien sûr, il doit être atteignable. Et là se pose la question des moyens et des ressources. Les moyens et les ressources qui sont à disposition sont-ils suffisants dans les délais justement impartis? Enfin, et nous avons tendance à l'oublier, un objectif cadré, c'est un objectif qui est évaluable, mesurable. Sur quels critères objectifs pourra-t-on finalement dire que les résultats sont atteints ou non? Une fois l'objectif cadré présenté, le manager peut du coup
impliquer son collaborateur en l'interrogeant. Je vous suggère la question suivante. Comment allez-vous faire pour? Alors c'est une question ouverte qui permet de solliciter l'apport du collaborateur. Je lui demande ici de réfléchir à ses solutions, de réfléchir à ses options. Je l'invite à imaginer ses chemins. Je l'invite ainsi à se projeter dans l'action. C'est lui qui, en tant que collaborateur compétent sur le sujet, va prendre la décision du mode opératoire. Il est essentiel de poser la question sans y inclure les éléments de réponse. On peut être tenté de demander au collaborateur comment est-ce qu'il va faire pour emprunter le chemin A. Ce n'est pas une option. Souvenez-vous, je l'évoquais tout à l'heure, si le fait d'emprunter le chemin A est non négociable, admettons qu'il y ait la fameuse photo d'équipe au refuge de la marmotte, si c'est non négociable, souvenez-vous, ça fait partie intégrante de l'objectif. Ça devient du coup une condition inhérente à l'objectif. Alors, du coup, nous pourrions, en tant que manager, poser la question en ces termes. Comment allez-vous faire pour atteindre le sommet de la montagne demain à 16 h, sachant que votre présence pour la photo de groupe est impérative demain à 13 h au refuge de la marmotte? Le reste à l'intérieur du cadre qui est constitué du coup par l'objectif, par les conditions, par les critères, par les contraintes, à l'intérieur de ce cadre, c'est son champ de responsabilité. Votre collaborateur souhaite prendre le chemin B. Néanmoins, il est du coup conscient, vous avez bien présenté votre objectif cadré, avec les contraintes inhérentes, les conditions inhérentes. Il est conscient que la condition liée à la photo de groupe lui impose d'être à un moment donné sur le chemin A. Il cherche une solution. Et il peut trouver des alternatives qui vont être inattendues. Tiens, justement, il vous propose de profiter de l'ouverture exceptionnelle à cette période du télésiège qui fait une passerelle entre le chemin B et le chemin A, juste avant le refuge de la marmotte. C'est parfait. On va résister à la tentation de lui suggérer d'emprunter directement le chemin A. Parce qu'à nos yeux, ce serait plus simple. On se dit, mais finalement, pourquoi emprunter le chemin B, prendre un télésiège, admettons qu'il y ait un risque que le télésiège soit fermé? Non, c'est son champ de responsabilité, c'est sa décision. Nous venons donc de questionner notre collaborateur pour l'impliquer. Assurons-nous de lui laisser du temps de réflexion avant qu'il ne puisse répondre. Quand on questionne, on aimerait finalement que le collaborateur puisse immédiatement nous dérouler un plan d'action concret, précis et efficace. Alors, il est fort probable en fait qu'avant d'amener un plan d'action concret, la réflexion de notre collaborateur, ce soit plutôt dans un premier temps une réflexion qui va être empreinte de doute, de frein, voire de profond désaccord. Il faut accepter ça. Nos collaborateurs, ils ont 1000 raisons de ne pas souhaiter s'impliquer immédiatement lorsqu'on les y invite. Souvent, ils sont très occupés, bien chargés. La charge de travail est souvent un frein qui est évoqué. Et on va pas s'en plaindre, des collaborateurs qui sont soucieux de bien faire. Ce qui les amène du coup légitimement à considérer souvent qu'ils ne sont pas les mieux placés pour mener à bien la mission. Dans tous les cas, il va être essentiel de respecter ce temps d'expression et par ailleurs d'en verbaliser la compréhension que nous en avons. Non seulement on l'écoute, on ne censure pas, on ne juge pas, mais on comprend. Il y a une forme de légitimité dans le ressenti de l'autre. Et ce, vraiment, c'est important tant sur le plan opérationnel que sur le plan émotionnel. Alors, si on revient en arrière pour illustrer cela, toujours avec notre exemple montagnard, souvenez-vous, l'objectif de mon collaborateur, c'est d'atteindre le sommet de la montagne demain à 16 h. On l'a dit, c'est un bon randonneur, il a les compétences requises. On lui présente l'objectif et on lui demande comment il compte s'y prendre. Pour autant, malgré la qualité de notre questionnement, il se peut que le collaborateur ne soit justement pas enclin à s'engager immédiatement. On peut imaginer que ça tombe mal, voilà, justement, demain se tient le 11e congrès mondial du tourisme de neige et de montagne, et il souhaite absolument y participer. Ou encore, la météo peut ne pas être clémente, et puis du coup, notre collaborateur, comme il est fatigué, ça lui dit rien du tout d'engager une marche dans le froid et le vent et la pluie. Il a trop randonné ces dernières semaines. Néanmoins, on insiste, il est indispensable que le collaborateur soit au sommet de la montagne demain à 16 h. C'est pas négociable. Cet objectif n'est pas négociable. Notre collaborateur, il va jouer un rôle majeur. Du coup, le manager devra écouter et prendre en compte la résistance du collaborateur, toutes les bonnes raisons qui font que, à ce stade, il n'a pas envie d'y aller. Et il faudra pour autant lui préciser avec fermeté que cet objectif est non négociable.
on a une forme d'ouverture, j'écoute, je prends en compte, que l'on va venir comme une balance équilibrée avec de la fermeté. L'objectif est pour autant non négociable. Et je vais, en tant que manager, questionner à nouveau sur la manière dont mon collaborateur peut s'y prendre. Nous devons prendre en compte les idées, les doutes, voire les résistances de notre collaborateur, avec ouverture et avec fermeté, puisque nous avons réaffirmé le fait que cet objectif était non négociable. Nous pouvons donc maintenant lui demander quel va être son plan d'action, ou à minima, dans un premier temps, les grandes lignes de son plan d'action. Et c'est très important, nous allons en annoncer le contrôle, le suivi. Sinon, on peut clairement rester sur une jolie déclaration d'intention. Quelles vont être les étapes principales de ce plan d'action et quel suivi va-t-on mettre en place? Alors là aussi, ça va être intéressant en tant que manager de s'inscrire dans cette dynamique de responsabilisation quant au rendez-vous de suivi. Finalement, venons nous inscrire aux endroits auxquels il semble pertinent à notre collaborateur que nous puissions faire le point. Quand est-ce que notre collaborateur pense raisonnablement avoir bouclé l'étape 1 de son plan d'action? À telle date? Eh bien parfait, on va bloquer un point dans nos agendas respectifs à ce moment-là. Et puis idem pour les étapes suivantes. Et maintenant, c'est à vous de tester vos connaissances. Quelles sont les étapes d'un entretien impliqué, responsabilisé? Réponse A, contact positif, contexte, objectif à atteindre, comment allez-vous faire, plan d'action et contrôle. Réponse B, préparation, contact positif, contexte, objectif à atteindre, voici comment vous allez faire, écoute et prise en compte, plan d'action et contrôle. Réponse C, préparation, contact positif, contexte, objectif à atteindre, comment allez-vous faire, écoute et prise en compte, plan d'action et contrôle. Et enfin, réponse D, préparation, contact positif, contexte, objectif à atteindre, écoute et prise en compte. Réponse C. La réponse A n'est pas la bonne. Effectivement, nous devons absolument préparer toutes nos actions managériales. Et vraiment, l'entretien de responsabilisation ne déroge pas à la règle. Et par ailleurs, lorsque nous questionnons le collaborateur sur le mode opératoire, nous devons observer une étape d'écoute active et de prise en compte de ses idées ou, on l'a vu, de sa résistance. Cette étape est manquante dans la proposition A. La réponse B n'est pas non plus la bonne. Il convient effectivement d'impliquer le collaborateur sur les options possibles, sur les chemins envisageables pour atteindre l'objectif. Et non, et c'est ce que fait la réponse B, de lui apporter la solution. Donc ici, le mode « voici comment vous allez faire » est à exclure. Cette option, elle pourra être envisagée, bien sûr, que si les réponses du collaborateur indiquent clairement au manager qu'il n'est pas compétent sur le sujet. On ne va pas demander le chemin à prendre, ou en tout cas, on ne va pas laisser un collaborateur qui ne serait pas un bon randonneur, on va pas le laisser imaginer quels seraient les chemins qui lui permettraient d'arriver au sommet de la montagne. C'est vraiment uniquement quand le collaborateur n'a pas la compétence sur le sujet. Et enfin, la réponse D n'est pas non plus une bonne option, puisque dans cette proposition, le manager ne questionne pas le collaborateur pour savoir comment il compte s'y prendre. Il se contente d'annoncer l'objectif, mais d'annoncer le contrôle. Dans ce cas-là, si on ne lui pose pas la question de comment il va s'y prendre, le collaborateur ne se projette pas. Il ne s'engage pas, en définitive, sur un mode opératoire. Du coup, le collaborateur, il ne réfléchit pas, il ne fait pas émerger de plan d'action concret. Et nous pouvons parfois se laisser berner en tant que manager par des postures un petit peu de fuite. Oui, on va trouver une solution. Oui, on va voir comment on va faire. Ok, du coup, on fait un point dans 3 jours. Ce serait quand même dommage de ne pas profiter de ce temps d'échange, de cet entretien-là, pour échanger avec le collaborateur justement sur les différentes pistes qui sont les siennes. Projetons-nous maintenant sur un cas pratique. Vous êtes directeur d'une librairie pour enfants
que vous gérez avec une fidèle et compétente collaboratrice, Manon. Votre chiffre d'affaires s'est récemment effondré face à la concurrence incroissante des librairies en ligne. Vous redoublez d'efforts avec votre collaboratrice pour attirer les clients et pour augmenter le panier moyen. Vous avez décidé d'organiser un événement dans votre boutique le samedi 26 mars, à l'occasion de la fête du livre jeunesse de votre ville. Vous prévoyez d'inviter tous vos clients pour les faire revenir en magasin et d'en séduire d'autres en communiquant en amont. Vous pensez qu'un atelier lecture sur le thème Fable de La Fontaine serait vraiment porteur, avec une décoration coordonnée, des lièvres, des tortues, des corbeaux, des renards, allons-y gaiement, des bœufs, des grenouilles et compagnie. Il faudrait selon vous envoyer un mail à tous vos clients et annoncer l'événement en vitrine. Vous recevez Manon, votre collaboratrice, pour l'impliquer sur ce projet. Vous attendez d'elle qu'elle puisse organiser l'événement. Quel serait l'objectif cadré que nous pourrions présenter à Manon? Réponse A. J'ai prévu un atelier lecture dans notre boutique le samedi 26 mars, à l'occasion de la fête du livre jeunesse, et autour de la thématique des fables de La Fontaine. Cela sera pour nous l'opportunité de faire revenir nos clients, au moins 30% d'entre eux, et d'en séduire une dizaine de nouveaux. Je te confie cette mission, depuis la communication et la mise en scène en amont, jusqu'à la réalisation de l'événement, en ma présence, le jour J. Le tout avec un budget de 100 € et en visant un chiffre d'affaires de 450 €. Réponse B. J'ai prévu un événement exceptionnel dans notre boutique le samedi 26 mars, à l'occasion de la fête du livre jeunesse. Cela sera pour nous l'opportunité de faire revenir nos clients, au moins 30% d'entre eux, et d'en séduire une dizaine de nouveaux. Je te confie cette mission, depuis la communication et la mise en scène en amont, jusqu'à la réalisation de l'événement, en ma présence, le jour J. Le tout avec un budget de 100 € et en visant un chiffre d'affaires de 450 €. C'est la réponse B. J'ai prévu un événement exceptionnel dans notre boutique le samedi 26 mars à l'occasion de la fête du livre jeunesse. Ici, le manager présente bien un objectif cadré. Il y a un réel enjeu de faire revenir de clients, de développer le chiffre d'affaires. Les choses sont chiffrées, évaluables. Vous pensez à titre personnel qu'une lecture autour des fables de La Fontaine serait pertinente avec une mise en scène coordonnée, mais ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Et vraiment ici, il faut résister à la tentation d'imposer cette thématique des fables de La Fontaine. Rien ne nous oblige à choisir ce thème. Et Manon, la collaboratrice, si nous l'impliquons bien, elle peut réellement se révéler force de proposition. Alors bah tiens, d'ailleurs, Manon, elle a des idées. Pourquoi pas le thème de la magie? Figurez-vous que Manon, elle est fan d'Harry Potter et elle est persuadée que cette thématique, là, de la magie, pourrait aussi attirer les plus grands. Et son meilleur ami, il adore jouer les apprentis magiciens, il a quelques petites représentations amateurs, et il sera certainement ravi d'animer un atelier magie de façon bénévole. Formidable. Puis pour les plus petits, Manon, elle envisage d'animer elle-même un atelier créatif. Et du coup, elle se dit que ce serait judicieux d'utiliser du matériel que l'on propose à la vente, et notamment, ça nous permettrait d'écouler le stock de plumes et de paillettes qui est resté invendu pendant le carnaval. Capitalisons sur les compétences, sur les idées, sur les initiatives de nos collaborateurs. Concernant la communication, Manon devra, réponse A, distribuer des flyers à la sortie des écoles du quartier, à J-15, et communiquer sur les réseaux sociaux. Réponse B, organiser un emailing à l'attention de l'intégralité du fichier client. Réponse C, miser à 100% sur les réseaux sociaux avec une publication par réseau et par jour. Réponse D. Et si nous demandions à Manon comment elle envisage la communication de l'événement? C'est la réponse D, bien sûr. Demandons-lui ce qu'elle en pense, comment elle envisage les choses, quel support, quels médias, sous quel délai. Vous l'aurez compris, du coup, plus Manon sera impliquée, plus elle pourra donner ses idées, plus elle sera motivée et plus elle se donnera pleinement pour atteindre le meilleur des résultats possibles. Alors bien sûr, hein, si besoin, en tant que manager, je pourrais rappeler à Manon les contraintes de temps, les contraintes de budget,
les critères qui vont correspondre à la clientèle cible de la librairie. En fait, je pourrais préciser tout élément qui lui permettra de faire des propositions qui soient cohérentes. Alors ça peut se faire au fil de mon échange avec Manon, parce que nous ne l'oublions pas, il s'agit ici d'un dialogue. Je recueille ses idées, je recueille ses propositions, et on en discute. Si besoin, on peut ajuster ensemble. Rien va m'empêcher, par exemple, de compléter ces propositions. Si Manon, en termes de communication, elle n'aborde pas la notion d'emailing, et si je juge qu'il est indispensable et non négociable, et qu'elle ne l'a pas évoqué, effectivement, je vais pouvoir compléter son approche avec ça. Un autre exemple, si Manon elle est experte des réseaux sociaux et qu'elle souhaite s'investir sur ces supports, et ben tant mieux. Tant qu'elle y consacre un temps raisonnable qui va pas l'empêcher, par exemple, de s'occuper des autres actions, tant qu'elle poste pas des vidéos farfelues et inadaptées à notre clientèle sur TikTok, tout va bien. Et puis, il y a un autre moment où je peux, si besoin, préciser les choses, potentiellement même rectifier certains éléments. C'est au fil des actions réalisées par Manon, au gré de ces actions. Car oui, on va conserver un regard bienveillant et un regard exigeant sur l'avancement du projet. Donnons à Manon du feedback au fil de l'eau. Ça va encourager ses efforts, ça va valider ses réussites, ça va lui permettre de valider qu'elle est bien dans les clous, et ça va lui permettre, le cas échéant, de corriger les éventuels faux pas.